Dans cette dernière citation, Jacques Attali est présenté comme l'adjoint de Guy de Rothschild au Fonds social juif unifié. Alors ça mérite qu'on s'y arrête. D'abord parce que ça en dit long sur le théâtre, qui était la nationalisation de la banque Rothschild en 81. On sait que Attali était donc l'adjoint de Guy de Rothschild. En 1981, Jean-Père Levade était directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, chargé de procéder aux nationalisations. Il a eu accès à tous les comptes de l'époque. Selon lui, la banque Rothschild n'avait plus de prestigieux que son nom. Elle avait un très beau siège rue Charles Lafitte. Il y avait une magnifique galerie des portraits de tous les ancêtres. C'était très bien, très chic, mais ça n'était pas géré de manière très professionnelle. Financièrement, la nationalisation était une bénédiction pour la famille. Alors, est-ce que vous vous souvenez du montant des indemnisations Je pense que c'est de l'ordre de 500 millions de francs, si je me souviens bien. Et elle ne valait plus que zéro, hein. Elle valait rien, en fait. Alors sur le Fonds social juif unifié, bon ça c'est pareil, les gens savent pas du tout ce que c'est, donc je vais expliquer très rapidement. Dans ce qu'on appelle, sur l'expression consacrée, la communauté organisée. Si vous voulez, vous avez 3 piliers. Le consistoire pour le culte. D'ailleurs, on ne devrait avoir que le consistoire si l'engagement pris par le grand Sanhédrin devant Napoléon avait été respecté. Et un deuxième pilier qui est très connu, qui s'appelle le CRIF, qui lui opère donc le lobbying politique. Et donc enfin, le FSJU, donc Fonds social juif unifié, dit Fonds social, donc qui est le bras financier de la communauté via des campagnes de levée de fonds du type Tzedaka, dont les Parisiens voient chaque année fleurir les affiches dans le métro parisien. Donc le Fonds social est aussi des médias comme Actualité Juive et RCJ. Dans les années 70, c'est Jacques Attali et Robert Badinter qui ont complètement restructuré le FSJU et qui en ont rédigé les statuts. En 77, on retrouve encore Attali au lancement de Socialisme et Judaïsme, dont la double mission était, je cite, d'amener la majorité des voix juives dans l'escarcelle du PS et d'initier les cadres du PS au charme de l'État d'Israël. Fin de citation. À cette époque, on est à la fin des années 70, il faut bien se rappeler du contexte, c'est l'époque où sont menées des campagnes de presse contre Valéry Giscard d'Estaing. Il faut se rappeler que Valéry Giscard d'Estaing avait qualifié l'OLP d'interlocuteur qualifié. Aussi faut-il que toutes les parties soient associées à la négociation, ce qui implique la participation de l'Organisation de libération de la Palestine. Et ensuite, il avait été la cible d'une campagne sur le thème « Celui qui regarde Israël depuis la Jordanie avec des jumelles ». Il y a une chose qui avait choqué beaucoup de gens, et ça s'était très bien senti, c'était lorsque, au cours de votre fameuse tournée au Moyen-Orient, vous aviez regardé Israël à travers des jumelles depuis le territoire de la Jordanie. Il y avait aussi une campagne contre son gouvernement, montant en épingle les déclarations de Raymond Barre lors de l'attentat de la rue Copernic. Et puis évidemment, au niveau du grand public, le tam-tam avait pris l'affaire des diamants de Bokassa dans le même esprit et par les mêmes canaux d'ailleurs que l'affaire Fillon 35 ans plus tard. Après l'élection de Mitterrand, Attali se retrouve au centre des luttes internes au gouvernement français. Donc là, on est tout au début du septennat, dans la période 81-84, notamment sur les questions relatives au Proche-Orient. Donc 2 journalistes communautaires qui s'appellent Yves Zerroal et Yves de Ray dans Mitterrand, Israël et les Juifs écrivent « C'est la bande des Dayans Boys », donc des bébés Georges Dayan, que Claude Chesson, donc qui est ministre des Affaires étrangères à l'époque, a dans le collimateur. Les Robert Badinter, Jacques Attali, Laurent Fabius et autres Jack Lang. Les 2 premiers, qui ont grimpé au sommet de la hiérarchie communautaire à travers le FSJU, sont d'authentiques militants de la cause israélienne. L'un comme l'autre ont participé activement à la collecte de l'appel unifié juif de France qui envoie des sommes importantes en Israël. Jacques Attali, qui devient en 1981 le Sherpa du Palais, est au carrefour de toutes les rencontres importantes. Sa fonction ne l'autorise pas cependant à intervenir de façon trop voyante. Il est l'homme des négociations secrètes. C'est ainsi qu'en février 85, il débarque incognito le jour du Shabbat, chômé en Israël, à Tel Aviv. Un moyen efficace d'éviter la curiosité de la presse israélienne. Mais les journalistes arabes veillent au grain. Un hebdomadaire syrien révèle le jour même la vraie raison de ce voyage.
Jacques Attali a été envoyé par François Mitterrand pour proposer des conditions de crédit extrêmement intéressantes aux Israéliens pour la vente de 2 réacteurs nucléaires. Il conclura la vente avec Shimon Peres, ministre des Finances à l'époque. Pour compléter sur Jacques Attali et son rôle donc dans la communauté organisée, il ne siège plus directement au Fonds social, mais il garde un œil sur tout ce qui s'y passe. Il y a la fondation du judaïsme français et il anime toujours des levées de fonds pour l'appel unifié juif de France. On trouve des levées de fonds très récentes. Si vous voulez, Jacques Attali, c'est pas celui qui va perdre son temps au dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, c'est pour les sous-fifres, c'est pour les larbins. Mais par contre, c'est lui qui s'exprime et qui définit la ligne devant, par exemple, le bureau du Fonds social juif unifié. Donc on a un discours qui a été prononcé en 2007 devant le bureau du FSJU en 2007, ou devant le comité exécutif du Congrès juif mondial, comme en 2014. In the Muslim community are fantastic. 2 problems. One, there are no leaders. There is no Ronald Lauder in the Muslim community in France. There is no David de Rothschild. There is no Roger Kuckerman. I would say, by the way, it's our role everywhere in the world, when there is a Muslim community, to help the creation of a Muslim bourgeoisie. Donc non seulement c'est un militant communautaire, mais il est toujours au sommet de la communauté organisée. Il jouit d'une sorte de magistère, même s'il y a des fois des oppositions, comme en 2009 pour ses propos dans Haaretz, où il avait expliqué qu'il n'y avait pas d'antisémitisme en France, ou plus récemment, quand il a mis en cause Gilles-William Goldnadel et Alain Finkielkraut dans sa déclaration sur le souverainisme. Dans ces mêmes colonnes, vous rajoutez la phrase suivante: « Ces discours hostiles aux musulmans de France sont mortifères », et là je vous cite, « en particulier quand ils viennent de juifs qui devraient ne pas oublier que l'antisémitisme vise à la fois les uns et les autres. Il faut donc, et je vous cite encore, à tout prix dénoncer les discours délirants d'Éric Zemmour, de William Goldnadel, en fait c'est Gilles-William Goldnadel, ou même dans de trop nombreuses de ses déclarations, Alain Finkielkraut et de tant d'autres. » Si je vous pose la question, c'est parce que quelqu'un d'autre qui aurait désigné 3 personnes, oui, ainsi en disant les juifs, un tel et un tel, on l'aurait qualifié immédiatement d'antisémite. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit tel. En tout cas, ceux dont je parle ne se cachent pas de l'être, et je ne vois pas de raison de ne pas les nommer en tant que tels. Ceux qui se disent et prétendent parler d'un point de vue juif, pas seulement d'un point de vue juif, mais en particulier d'un point de vue juif, ne rendent service à personne en agissant ainsi. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les réunions communautaires, il y a un vrai paradoxe, parce que il adore jouer au futurologue, mais il n'a pas compris qu'en mettant en ligne des vidéos de ses discours devant des auditoires restreints où il se laissait aller, ces vidéos pouvaient devenir virales sur Internet. Alors on a par exemple cette vidéo hallucinante où il dit que pour lui, seuls les juifs sont des hommes. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. C'est un être humain, c'est pareil. Ou cette vidéo où qui passe sur la tête, il fait sa blague du pantalon à une jambe. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et lui dit: j'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. Ah, formidable, 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant: écoute, tu es vraiment un escroc. Comment je suis un escroc? Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sais très bien, j'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. C'était un vrai buzz, ce qu'on peut appeler un buzz, à tel point qu'une fois il a été invité aux grosses têtes et on lui a demandé de raconter cette blague, mais alors cette fois devant un auditoire de Christian, quoi, puisque c'est l'auditoire des grosses têtes. C'est Jules qui a dit à Alfred: j'ai un camion de pantalons à vendre. Et là, alors vraiment, c'est le coup de l'histoire habite de l'éléphant de Coluche, quoi. Alors c'est Jean-Pierre qui téléphone à Jean-Claude. Et à un moment, c'est Philippe qui téléphone à Dominique. Il dit: écoute, j'ai un camion à vendre de pantalons, des jeans extraordinaires. Écoute, ça vaut 20 € pièce. Tu les prends? Ah oui, je les prends, je les vends. Et à ce moment-là, Dominique rappelle Philippe. Il lui dit: écoute, j'ai acheté ton camion de pantalons, mais tu m'as roulé. Comment je t'ai roulé? Si, tu m'as roulé. Qui va mettre un pantalon d'une jambe? Tu t'as rien compris. C'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter. C'est une bonne description de ce qu'on appelle l'économie de marché. Alors, puisqu'on est dans les histoires... Donc, faut bien comprendre la question centrale à laquelle répond Jacques Attali. Donc, la seule
et unique question à laquelle il répond est qu'est-ce qui est bon pour Israël au sens large, c'est-à-dire nous les Juifs. En tout cas, ce que lui pressent comme l'intérêt général des Juifs. C'est bon pour nous? Je dis ça parce que je pense qu'en filigrane, vous allez vous poser cette question tout au long de ce que je vais dire. Est-ce que c'est bon pour nous? Donc évidemment, dans la presse communautaire, on lui demande son avis avant chaque élection présidentielle, pour qui il appelle à voter. Alors je vais prendre l'exemple de la présidentielle 2007, parce que c'est vraiment très caractéristique. Alors dans Tribune Juive, on lui demande, et il répond écoutez, je suis l'ami personnel de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal, qui a été ma collaboratrice, et que j'ai eu le privilège de faire rentrer dans la vie politique en 81, comme je l'ai fait pour Laurent Fabius, qui était mon assistant en 75. Dominique Strauss-Kahn est un ami très proche. Aucun de ceux-là n'est suspect sur la question juive et sur celle d'Israël. Donc les Juifs de France ne peuvent se déterminer sur la relation des candidats avec Israël ou le peuple juif. Ils sont tous absolument parfaits. Donc alors il siège également au conseil d'administration de la Fondation de Jérusalem avec d'autres personnalités éminentes. Donc c'est une fondation qui contribue, je cite, au développement de la capitale d'Israël. Donc Jérusalem, capitale d'Israël. Je rappelle que c'est Tel Aviv. Jérusalem qui pour lui a vocation à devenir non seulement la capitale d'Israël, mais la capitale de la planète qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. Donc ça il l'explique sur Public Sénat en 2010. Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Donc, ce qui signifie que son mondialisme de façade est en réalité une vision ultranationaliste et suprématiste. Donc, Attali est vraiment intéressant car il est celui qui le plus ouvertement articule sionisme et mondialisme comme deux idéologies ayant la même finalité.